Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Julia, Thomas, vous êtes tous les deux économistes et vous venez de co-rédiger un sacré opus aux éditions du Seuil. Ça s'appelle Une histoire du conflit politique et c'est sous-titré Élections et inégalités sociales en France 1789-2022. Vous immobilisez une masse assez impressionnante et inédite de données électorales et statistiques pour démontrer, c'est votre thèse, que la classe sociale continue de structurer le champ conflictuel des comportements politiques. Vous croisez ainsi deux de ces dimensions, celle d'une part des inégalités sociales en mouvement et d'autre part celle d'une partition territoriale de la France, en gros qui oppose une France rurale et une France urbaine pour faire naître un concept nouveau, la classe géosociale. Alors, je ne vais pas vous faire répéter tout ce que vous avez raconté dans toutes les interviews nombreuses que vous avez déjà données. Je voudrais plutôt qu'on réfléchisse aux limites et aux critiques qu'on a pu vous opposer. Et d'abord, une question qui est assez ouverte, mais vous dites, en gros, dans votre bouquin et dans vos interviews, la gauche peut gagner. Or, en 2022, elle fait, toute candidature confondue, et même si on prend vraiment de façon très large, un de ses plus mauvais scores de la Ve République, de toutes les élections nationales de la Ve République. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est moi qui ai la question. Vas-y. Pour la question facile. C'est la question facile, c'est la plus simple. Non, mais il faut quand même regarder ce qui s'est passé en 2022. Hein. Au premier tour de l'élection présidentielle, vous avez un écart entre le candidat qui arrive deuxième, la candidate en l'occurrence Marine Le Pen, et le candidat qui arrive troisième, Jean-Luc Mélenchon, qui a jamais été aussi faible. Donc je veux pas dire que ça s'est joué exactement au dé, mais Jean-Luc Mélenchon était quand même pas très loin de la qualification. Et si on reprend 2017 aussi, là pour le coup, vous aviez 4 candidats qui étaient pas loin d'être dans un mouchoir de poche. Bon, ensuite, se qualifier pour le second tour, ça veut pas dire qu'on va gagner l'élection présidentielle, première difficulté. Et deuxièmement, quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique à gauche qui a été recréée pendant les législatives avec la NUPES. Alors, on n'a pas un nombre de députés extraordinaire, mais après une défaite électorale à la présidentielle, vous avez quand même un bloc de députés relativement important, notamment pour LFI, par rapport au passé. Donc, il y a des éléments. Mais nous, c'est pas là-dessus qu'on se base dans le livre, en fait, quand on dit la gauche peut gagner. Quand on dit la gauche peut gagner, c'est qu'on regarde les caractéristiques actuelles du socle électoral à gauche. On regarde l'importance des questions géosociales, donc des facteurs socio-économiques et des facteurs liés à l'imbrication dans le territoire. On regarde ça et on regarde aussi les caractéristiques d'une part des abstentionnistes et d'autre part de l'électorat populaire rural qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement national. Et on a des grandes cohérences qui nous apparaissent, et notamment il nous apparaît possible aujourd'hui pour la gauche d'aller reconquérir en grande partie cet électorat populaire rural, et puis d'aller chercher aussi dans du côté des abstentionnistes. C'est plutôt ça en fait qui nous rend optimistes. Le constat électoral des dernières années, bon, on sait très bien que le Parti socialiste a disparu et explosé en vol depuis 2017, voilà. Mais il y a quand même un remplacement qui s'est fait, LFI a regagné en député, et surtout il y a vraiment de la marge de progression électoralement, et je pense que le résultat le plus important du livre, finalement, par rapport à cet optimisme qu'on a nous, c'est de montrer que la classe géosociale, donc en gros, si vous prenez le revenu, la richesse, l'éducation, la catégorie socio-professionnelle, le pourcentage de propriétaires versus de locataires, et si vous rajoutez à ça la taille de la population de la commune et de l'agglomération à laquelle vous êtes rattaché, ce poids de la classe géosociale, il a jamais expliqué de telles variations dans les comportements de vote entre communes. Aujourd'hui, on explique 70% des différences de vote entre communes. Vous prenez 1981, on en expliquait 50%. 1848, on en expliquait 30%. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que la bataille électorale pour 2027, elle va pas se faire sur des questions identitaires, elle va pas se faire sur la question migratoire, elle va se faire sur des fondamentaux socio-économiques, et c'est quand même là le centre de force finalement de la gauche. Pour compléter, notre optimisme, c'est un optimisme raisonné, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ça va être facile, on dit simplement que par rapport au discours qu'on entend actuellement, le socle populaire du bloc de gauche est plus important, beaucoup plus important que ce qu'on dit parfois, et qu'il y a finalement plus de cohérence pour le bloc de gauche à s'étendre, notamment vers les classes populaires rurales et les abstentionnistes urbains, que pour le bloc
Rassemblement National, qui lui, dès qu'il cherche à s'étendre, se retrouve avec un électorat Zemmour ou Ciotti, certes anti-immigré comme lui, mais urbain, très favorisé, ultra-libéral sur le plan économique. Et donc là, la cohérence est très difficile. Et quant au bloc central, on montre qu'il a la base sociale la plus étroite de l'histoire, l'électorat le plus bourgeois de l'histoire, si on regarde par rapport au niveau de richesse de la commune. Donc il a lui aussi de grandes difficultés. Donc pour résumer, les trois blocs du système de tripartition qu'on a en 2017-2022 sont dans des situations très très fragiles avec plein de contradictions internes et nous on prétend pas prévoir ce qui va se passer ensuite et dire que ça va être facile pour la gauche. Mais dans ce paysage complexe, morcelé, fragile, le bloc de gauche est moins fragile que ce qu'on cherche à prétendre parfois, a un socle populaire plus important que ce qu'on dit parfois, et ça c'est quelque chose, nous quand on s'est lancé dans cette recherche, on ne savait pas ce qu'on allait trouver, donc ça c'est vraiment un résultat, là, ce que disait Julia à l'instant sur le fait que la classe géosociale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour expliquer les déterminants de vote entre communes. Voilà, nous on n'avait aucune idée qu'on allait aller là-dedans, et toutes les données sont en ligne, chacun peut les reproduire, c'est quand même un résultat très frappant. Alors, justement, cette classe géosociale, donc Julia t'en a donné les différents paramètres. Pour autant, j'en ai discuté avec Roger Marchelly, qui est historien et qui lui aussi compile beaucoup de données électorales depuis de très nombreuses années. Et il me faisait la comparaison que je vais vous soumettre. Il me disait, dans les années, on va dire, entre les années 60 et les années 90, un ouvrier du bassin minier lorrain, il va être syndiqué à la CFDT, et il va voter socialiste. Un ouvrier du bassin minier du Nord, il va être syndiqué à la CGT et il va voter communiste, dans les années 60-80, dans l'après-guerre. Alors qu'ils ont des conditions matérielles d'existence et globalement des histoires qui sont équivalentes. Donc ils appartiennent à la même classe géosociale. Comment vous expliquez en fait cette différence ? Non, mais il y a toujours beaucoup de différences. D'abord, la classe géosociale, c'est un concept multidimensionnel, souple, et il n'y a pas de lien mécanique avec les intérêts économiques, et mécaniquement, ça donne un certain vote. C'est-à-dire, c'est une position par rapport aux autres, qui ensuite nourrit des visions du monde, des subjectivités, des sentiments d'abandon, des espoirs qui n'ont pas été réalisés, et qui ensuite peut nourrir beaucoup d'imaginaires politiques différents. Donc, la vision qu'on développe de la classe géosociale, c'est pas une vision déterministe, telle caractéristique donne forcément ce vote-là. Et en particulier à l'intérieur de la gauche, puisque là, dans l'exemple que tu donnes, c'est le vote PS par rapport au vote PCF, il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, qu'on va d'ailleurs ajouter aussi dans les variables explicatives, parce que nous, on rentre les traditions, par exemple, de relation au catholicisme, à l'enseignement privé, depuis la Révolution française, donc on essaye de rentrer tout ça, et nous, on s'inscrit vraiment en faux contre l'idée d'une relation déterministe. Il reste que ces fondamentaux socio-économiques, avec toute leur complexité, et les recompositions de la structure de classe, parce que les ouvriers qui étaient historiquement beaucoup plus nombreux dans les banlieues et les métropoles, évidemment, que dans les villages et les bourgs, sont au contraire devenus plus nombreux dans les villages et les bourgs que dans les banlieues et les métropoles depuis les années 80-90, et ça a nourri aussi un sentiment d'abandon particulier face à l'intégration européenne depuis les années 80-90, qui, d'après nous, est au cœur de la montée de cette nouvelle tripartition qu'on a aujourd'hui. Donc c'est des relations compliquées. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de mécanique dans le lien entre classe géosociale et l'attitude politique. Dans votre livre, on dirait que vous accordez vous donnez une prépondérance, en fait, à l'appartenance à une classe géosociale. Mais parce que fondamentalement, c'est ce qu'on va trouver. Donc, typiquement, l'exemple que tu donnais, il est vraiment intéressant, et c'est dû à des chocs historiques, à de la persistance historique, à des hasards aussi, au fait d'avoir des élus plus forts dans tel ou tel endroit, avoir des figures locales qui deviennent des figures nationales. Il y a aussi, ça a été bien documenté pendant des années, par Emmanuel Todd ou Hervé Lebras, des espèces d'héritage qui à la fois, où en fait, faudrait remonter à André Siegfried, on s'appuie beaucoup sur André Siegfried, et justement, il y a différentes caractéristiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que typiquement, par exemple, si on rajoute à notre modèle explicatif et à la classe géosociale le facteur département,
Le département avait un poids explicatif extrêmement fort du vote en 1848. C'est encore le cas pendant toute la fin du 19e siècle. Et c'est là aussi où vont s'inscrire Paul Bois, où vont s'inscrire Tilly, Siegfried, etc. Et il a perdu en importance au cours du temps, aussi parce que le débat politique s'est nationalisé, parce que les médias se sont nationalisés. Donc ces facteurs, ils continuent bien sûr de jouer un rôle. On met moins l'accent dessus, parce qu'on montre dans le livre finalement que leur rôle s'est effrité au cours du temps. Mais pour reprendre l'exemple des ouvriers que tu donnais, pour arriver au vote des ouvriers aujourd'hui, il n'y a absolument rien de mécanique et de déterministe dans le fait que beaucoup d'ouvriers aujourd'hui des petites villes, des petites bourgs se retrouvent à voter RN. S'ils en sont arrivés là, pour une partie importante d'entre eux, c'est du fait de politiques qui ont été menées par les gouvernements de gauche et de droite, en particulier face à la construction européenne, face à la mondialisation, un sentiment d'abandon au sujet notamment pas seulement face au service public, pas seulement face à des discours écologiques, face à l'habitat pavillonnaire, la petite voiture individuelle, même si tout ça compte, et tout ça c'est du ressenti qui compte beaucoup, mais aussi face au sentiment d'une intégration commerciale européenne et mondiale, qui en gros a sacrifié les bourgs, et notamment les ouvriers des bourgs, par rapport aux urbains. Donc il n'y a rien de mécanique là-dedans, c'est-à-dire c'est lié à une certaine expérience politique, à un ressenti face à une histoire politique, face aux 3-4 dernières décennies où la gauche et la droite ont alterné au pouvoir quasiment dans les mêmes temps, enfin et même un peu plus à gauche qu'à droite. Donc voilà, donc tout ça, ça veut dire que c'est pas figé. Ça peut aussi se transformer suivant le discours qui est tenu. Permettant de dire quelque chose face à ce sentiment d'abandon. Donc il y a toujours plusieurs votes possibles. Il y a aucune relation déterministe qui dit voilà, puisque vous avez ces caractéristiques, alors forcément ça va être RN, ça va être pour la gauche. Tout dépend de ce qui est proposé par les acteurs politiques. Mais là, dans la façon dont tu... Enfin, dans le discours là que tu tiens, et je l'ai un peu vu dans le livre, j'ai l'impression que... en fait, vous voyez le vote un peu, enfin le vote par exemple, enfin le vote à une élection nationale, un peu comme, en gros, on irait voter pour un syndicat, c'est-à-dire pour défendre ses intérêts. On voterait que pour ses intérêts. C'est une vision du monde plus que des intérêts. Et bien justement, ouais. C'est ça ma question. Quelle place vous donnez à l'idéologie? En fait, ces visions du monde, c'est ça joue un rôle énorme. Enfin, les partis politiques, c'est des visions du monde, donc c'est des idéologies différentes. Et en fait, c'est à un moment donné la mise en commun ou en relation d'une idéologie et d'une vision du monde. Il y a pas mal d'études qui disent. Je vais poursuivre ma critique, toute proportion gardée. Mais en gros, parfois, on a l'impression que vous réduisez un peu la politique à une bonne administration, c'est-à-dire qu'on voterait pour ses intérêts, non, et à la fin, il y aurait pas, parce que derrière, par exemple, non, pas du tout. Tout à l'heure, je parlais des conflits de classe très lourds. Il y avait l'idée de la révolution, l'idée du socialisme, de la collectivisation, etc. Et toujours, plus que jamais. Par exemple, pour la question environnementale qui va quand même être le grand défi des années à venir, ça va jouer un rôle politique de plus en plus important et ça va confronter pour le coup des idéologies assez fortes, des visions du monde assez fortes, des questions de justice sociale et environnementale assez fortes. Enfin, on nous reproche assez souvent d'être marxiste quand même pour pas nous reprocher en même temps d'avoir une vision qui prend pas en compte le conflit de classe. Sauf que nous, en fait, là où Marx voit la classe comme un truc binaire et assez bidimensionnel, finalement, on pense qu'elle est beaucoup plus multidimensionnelle et qu'il faut en plus rajouter à la question du revenu et de la richesse la question du territoire. Mais non, les conflits, ils sont très forts. Ensuite, on essaie de les résumer grâce à ce à quoi on peut les mesurer. Et nos mesures, elles sont limitées. Par exemple, un truc qu'on n'a pas, parce qu'on remonte à la Révolution française et on n'a pas ça sur 250 ans, on n'a pas le taux de syndicalisation par commune sur 250 ans. Bon, on aimerait bien l'avoir. Si on l'avait eu, ça aurait été introduit comme une dimension supplémentaire. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de place pour l'idéologie. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Julia, ces conflits de classe sont tellement multidimensionnels et la structure de classe est tellement complexe. C'est-à-dire l'expérience que chacun a, par exemple, d'être exposé à la concurrence internationale, l'expérience que chacun a par rapport à la construction de l'État social, un système de soins, d'éducation, avec des valeurs qui vont avec. Donc chacun, à travers son expérience socio-économique, la profession que vous occupez, le fait d'être propriétaire ou locataire, votre relation au système de transport, c'est beaucoup plus que des questions d'argent. C'est-à-dire à chaque fois, c'est une insertion dans le tissu territorial, dans le tissu productif, qui va avec des visions du monde et des visions des autres mondes possibles, qui forcément mettent en jeu des systèmes idéologiques, des systèmes de croyances extrêmement complexes, mais aussi qui ont une certaine plasticité. C'est-à-dire que rien n'est figé dans tout ça. Les choses peuvent se transformer. Donc concrètement, d'autres discours, par exemple sur la construction européenne et sur la mondialisation, et d'autres pratiques politiques, auraient pu donner
lieu à d'autres perceptions de la part des ouvriers des bourgs, et pourrait donner lieu à d'autres perceptions à l'avenir. Et on le voit aujourd'hui sur des élections législatives très concrètes, si on prend la circonscription de Ruffin dans la Somme, qui va faire un meilleur score que le candidat LFI à la présidentielle, enfin pour prendre un exemple très clair, où on voit comment différents discours qui sont tenus, en l'occurrence face aux classes populaires rurales, vont engendrer des affiliations politiques et des comportements politiques différents. Oui, tu vois, tu as un type, par exemple, Éric Zemmour, qui fait quand même 7% à la présidentielle. Hein. Tout le monde trouve que c'est catastrophique. Moi, je trouve ça genre absolument... C'est un peu inquiétant, ouais. Voilà, très très inquiétant. Et je trouve que ce score est justement très 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 haut pour un type qui sortait absolument de nulle part. Il sortait de CNews. Oui, on sait très bien, ou de la cuisse de Bolloré, je sais pas, comme tu veux. Mais... Il sortait de CNews. Mais Éric Zemmour, le cœur de son discours, et je vais même dire presque l'entièreté de son discours, porte sur... où commence la France? Est-ce qu'elle commence à Clovis ou est-ce qu'elle commence à Charlemagne, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment très important. La place de la France dans le monde, qu'est-ce que c'est l'histoire de la France? Mais c'est pas que là-dessus que les gens votent pour lui. Regarde la structure de l'électorat Éric Zemmour. On a souvent dit pour notre livre que le vote Macron était le vote le plus bourgeois de l'histoire. Ensuite, on précise quand même que c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire avec une telle taille de l'électorat, autour de 20-30%. Le vote Zemmour est encore plus bourgeois que le vote Macron. C'est-à-dire Zemmour dans les communes les plus pauvres. Mais quand je dis dans les communes les plus pauvres, c'est dans les 70% des communes les plus pauvres. Mais 80%, il est très en dessous de sa moyenne nationale. Il explose dans les 1%, les 5, les 1% des communes. Il y a que Madelin en 2002 qui a un vote encore plus bourgeois. Il va bourgeois. avoir, pas que Zemmour d'ailleurs, parce qu'à la limite on peut dire Zemmour présidentiel, tu vois, t'as l'effet média, mais les candidats reconquêtes aux législatives, dans le 7e, dans le 16e, etc., t'as des candidats qui atteignent 16, 17, 18% des voix, alors qu'il n'est pas à 7% pour les législatives Zemmour. Et pourquoi il a ça? Il a ça en partie parce que clairement, t'as des électeurs qui votent sur le discours, alors soit de nostalgie, mais quand même clairement aussi sur le discours très violemment anti-immigré. Il a ça aussi, il faut regarder le degré de libéralisme de son discours économique. Tu as à la fois le libéralisme que tu retrouves sur la réforme des retraites, une partie du libéralisme économique Macron, et puis ensuite il veut aller encore plus loin qu'Emmanuel Macron sur le fait de taxer moins les riches, de taxer moins l'héritage, enfin je veux dire, et tu vois pour le coup l'intérêt de classe qui s'exprime quand tu regardes les électeurs qui concrètement ont voté pour lui. L'idéologie face à la question de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que tu as tout à fait raison de dire que l'idéologie sur beaucoup de dimensions compte, et ça montre au passage que l'attitude anti-immigrée et ethnocentrique n'est absolument pas l'apanage des classes populaires, qui au contraire parfois développent un sens de la solidarité avec des classes populaires issues de différentes origines, qui peut être beaucoup plus forte que la solidarité des classes privilégiées, qui ont une vision du monde, disons, beaucoup plus, voilà, chacun pour soi, et où l'étranger, celui venu d'ailleurs, peut engendrer des stéréotypes et des perceptions extrêmement négatives qui, en l'occurrence, se retrouvent parfaitement dans l'électorat bourgeois de Zemmour. Il reste que ce discours-là se contente pas de parler de Charles Martel, c'est-à-dire il aligne les milliards que, soi-disant, on pourrait récupérer de tous ces fraudeurs issus de l'immigration et leurs milliards de cartes vitales au Maghreb, etc. Donc, et puis les retraités qui sont morts depuis 100 ans, s'il nous parlait uniquement comme Charles Maurras de la France éternelle à travers les siècles, il ferait rien du tout. D'ailleurs, Charles Maurras n'était pas candidat aux élections. C'est intéressant de voir qu'il baisse dans les sondages à partir du moment où il fait sa déclaration de candidature avec le micro de Gaulle, etc. Tout d'un coup, les gens se disent c'est qui? Non, mais ça crée pas un amour pour Zemmour. Ce qui a créé l'amour pour Zemmour, c'est beaucoup plus les débats sur CNews 1 heure tous les soirs où il taper allègrement sur les immigrés. Quand il commence à se mettre en scène comme un grand nostalgique, en fait, on voit qu'il y a presque une distanciation qui se fait entre ce discours et cette vision de lui-même qu'il veut construire, et puis simplement les attentes de ses électeurs qui continuent à taper sur les immigrés et puis faire des cadeaux aux plus favorisés. Je vais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure sur la prépondérance en fait de l'appartenance à une classe géosociale versus une proposition de représentation du monde et de direction pour le monde, c'est-à-dire une idéologie. Comment est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui est plus important, en fait les deux, mon capitaine ou... Parce que, par exemple... Il faut pas opposer les deux. L'idéologie, c'est la classe géosociale. Pas mécaniquement, mais en partie. C'est-à-dire que différentes expériences du monde social et des relations sociales et des rapports de domination dans sa propre vie engendrent aussi, enfin, contribuent à forger des visions du monde, des idéologies. Jamais de façon mécanique, c'est-à-dire que il y a toujours après un substrat purement subjectif, il y a une expérience familiale notamment, il y a des amis, une sociabilité, mais c'est quand même, ça donne un cadre dans lequel se développent des visions du monde en fonction aussi des expériences au pouvoir, j'insiste là-dessus, des différents blocs politiques. C'est-à-dire que toutes ces idéologies
elles n'existent pas comme ça dans l'abstrait, indépendamment d'une confrontation politique de blocs qui ont exercé le pouvoir, et tous ceux qui arrivent en disant voilà, moi ce serait complètement différent avec moi. Bon, les électeurs essayent toujours quand même de se dire, alors des fois ils se font avoir, mais essayent quand même de se faire une idée aussi sur les expériences qui ont eu lieu au pouvoir. Donc c'est dans cette confrontation de la classe géosociale, des expériences au pouvoir, d'un substrat familial individuel, que finalement les idéologies, les visions du monde se forment. Parce que vous prenez l'exemple à un moment, vous dites c'est le facteur présence des étrangers dans le territoire où on vit, vous dites que c'est responsable que à 2 ou 3% du vote pour le Rassemblement national. Alors, faut préciser. Enfin, on dit que oui, ça explique que 2 à 3% des variations de vote entre communes. Voilà. Après avoir pris en compte les facteurs socio-économiques, d'ouvriers, d'employés, de riches, parce que si on les mettait tout seuls, ça expliquerait un peu plus important, ou presque 10%, c'est pas négligeable complètement. C'est juste que c'est moins important que les autres. C'est pas aussi prépondérant qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Ni pour la gauche, ni pour la droite, d'ailleurs. Donc du coup, ça veut bien dire que la représentation, en fait, qui est proposée par le Rassemblement national, par beaucoup de médias, tout ce que vous voulez, en gros par notre société, des étrangers, compte énormément dans le vote d'extrême droite. Ah, il y a différents trucs, parce que déjà, il y a la représentation qui en est présentée par les médias, il y a la question du vote Rassemblement national, le positionnement actuel du Rassemblement national sur les questions identitaires et migratoires, il a quand même pas mal varié. Ils ont remis davantage l'accent, en partie par défaut, parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient un électorat qui était devenu plus populaire, plus rural, moins anti-immigré. Donc ils ont mis davantage l'accent sur ces questions sociales. Une partie du vote Rassemblement national, clairement anti-immigré, a été capturée par Reconquête. Donc il y a différentes dimensions. Et avant par Sarkozy. Et avant par Sarkozy, même un peu par Chirac. Et puis il y a la dimension des médias. C'est-à-dire que un des trucs qu'on essaie de faire dans le livre, en fait, en insistant sur cette classe géosociale, c'est une manière de dire d'une certaine façon, attendez, à toutes les chaînes d'infos en continu, et parfois aussi aux politiques qui sautent à deux pieds dans ce discours qui est un peu plus simple. Le problème principal de la rentrée, c'était certainement pas la baya, mais beaucoup plus le fait que vous aviez la moitié des parents qui pouvaient pas acheter toutes les fournitures scolaires de leurs enfants parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et puis le fait que vous aviez un nombre conséquent d'enfants qui n'avaient pas de profs devant eux dans les écoles. Donc il y a quand même une distorsion, une espèce de déformation finalement des questions importantes par les médias, qui malheureusement ensuite peut aussi avoir des conséquences sur les perceptions que les gens en ont. Mais sur le Rassemblement national, pour dire clairement ce qu'on montre, on étudie du coup le vote pour le Rassemblement national comme les autres sur le long terme, mais si on prend la période après Seconde Guerre mondiale, on commence à la présidentielle de 1965, donc en 1965 c'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Tixier-Vignancourt, mais bon, je trouve que son directeur de campagne c'est Jean-Marie Le Pen, donc ça l'échauffe quand même pas mal. Il va se présenter pour le Front National en 74, il se représente en 1988, en 1995, 2002, bon. 65, 74, 88, 95, vous avez des caractéristiques assez fortes du vote Rassemblement national. Notamment, c'est un vote qui est urbain, c'est un vote qui est extrêmement bourgeois, et c'est un vote qui est beaucoup plus fort dans les communes où il y a davantage d'immigrés. Ce qui est intéressant, c'est de voir la vitesse de retournement de ces caractéristiques de l'électorat, et notamment le fait que cet électorat va devenir en 3 élections, 2012, 2017, 2022, un électorat beaucoup plus rural, beaucoup plus populaire, et qui n'est plus corrélé au niveau des communes avec la présence des immigrés. Et en fait, toi, tu dis l'idéologie, mais on voit le rôle joué par l'idéologie. Le premier changement, on le date en 92 avec Maastricht, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment la droite traditionnelle commence dès les années 90 à aller recapturer ce vote, et ce qu'on cite en particulier, c'est le discours de 91 de Chirac sur le bruit et l'odeur. Ça, si c'est pas une vision idéologique du monde. Ensuite, 2007, Sarko, il va sur le discours pour aller reconquérir l'électorat Rassemblement national en disant ben voilà, je vais mettre fin à la racaille, moi je vais aller dans les banlieues, je vais les nettoyer au Karcher, et du coup il arrive à reconquérir toute une partie du vote bourgeois libéral anti-immigré. Le Rassemblement national se retrouve avec un électorat plus populaire, plus rural, mais qui aussi, pour une raison idéologique, ne veut plus voter Sarkozy. Il ne veut plus voter Sarkozy parce qu'il se sent trahi par Sarkozy, parce qu'il a voté non en 2005 pour le référendum, et que Sarkozy fait passer le traité constitutionnel européen par voie parlementaire. Donc en fait, il ne peut plus voter Sarkozy par opposition sur l'Union européenne, et Sarkozy a récupéré par son discours anti-immigré une partie de l'électorat favorisé anti-immigré qui votait jusque-là pour le RN. Ça c'est très important. Le référendum de 2005, c'est le meilleur prédicteur du vote RN en 2007, 2012, 2017, 2022 dans les bourgs, et notamment les bourgs touchés par la désindustrialisation. Et ces électeurs-là
vous pouvez pas les récupérer, enfin la droite sarkozyste ou zemmourienne n'arrive pas à les récupérer à grands coups de discours sur le Karcher parce que ces électeurs-là, il y a d'abord un sentiment d'abandon face à la mondialisation. Sarkozy d'ailleurs essaye de réconcilier tout ça en disant, vous savez, il y a la réforme de la Constitution pour dire la Turquie ne rentrera jamais dans l'Union européenne, donc vous pouvez me faire confiance sur le traité européen. Sauf que pas du tout. Les gens qui ont voté non au traité de 2005, que le plombier soit polonais ou turc, c'est pas le sujet. Le problème, c'est la concurrence internationale avant la question identitaire. Et ça, c'est ça qui est très frappant, c'est qu'à ce moment-là, là, on a une séparation, disons, de l'électorat qu'on qualifie rapidement comme anti-immigré, entre un électorat qui est quand même aussi et surtout énervé face à la mondialisation, et un électorat anti-immigré, au contraire, ultralibéral, Zemmour, Ciotti actuellement. Et plutôt pro-européen, en fait. Et en fait, qui est très content. Il est anti, pas immigration, il est anti-musulman, en vérité. Il est anti-Turquie, mais... Et cette contradiction, selon nous, est centrale dans notre diagnostic, que finalement, ce bloc nationaliste, disons, va avoir quand même beaucoup de mal à gouverner de façon, déjà à gagner et à gouverner de façon cohérente. Et en fait, selon nous, a le plus de chances de se retrouver à la fin plutôt dans une direction nationale libérale, en termes de cocktail idéologique, face à une gauche qui, elle, pourrait étendre son emprise populaire, et c'est ça qui nous fait dire que finalement le retour d'une bipolarisation gauche-droite, elle est pas certaine, mais dans ce paysage très instable, elle est finalement plus probable et par ailleurs plus souhaitable que ce qu'on entend parfois. J'ai une avant-dernière question. Frédéric Gilly, qui est géographe, il a écrit un papier dans lequel il vous reproche, il critique et il dit que vous avez l'air de réduire un peu le conflit politique à un conflit électoral. Et que, en gros, il sous-entend qu'il y a plein d'autres lieux, en fait, de la politique et de construction du politique, que ce soit l'entreprise, les associations, les mobilisations citoyennes, etc. Ah mais il a raison, oui, je veux dire, j'ai presque envie de dire... c'est difficile de pas non, mais on le dit dans le bouquin. Après, bon, voilà, le bouquin, il fait 864 pages et on a pris le conflit politique par l'angle électoral parce que c'est l'angle électoral qui nous permet de l'étudier sur le long terme. Et c'est l'angle électoral qui a laissé des traces. Et on a des données électorales par commune depuis la première élection qu'on considère, c'est le référendum de 1793, sur le premier référendum sur la première constitution de la première République. Et ensuite, on a toutes les législatives entre 1848 et aujourd'hui. Bon, il se trouve que si vous prenez les données de syndicalisation, si vous prenez les données de manifestation, si vous prenez aujourd'hui plus récemment tout ce qui est boycott, etc., on n'a pas de traces historiques aussi longues. On fait pas l'impasse là-dessus, on en parle pour dire qu'on va pas en parler, donc on s'excuse de pas le faire. Il y a plein de travaux passionnants après sur l'histoire des manifestations, Daniel Tartakovsky, il y a plein de travaux passionnants, mais on peut pas tout faire dans un livre. Et donc là, c'est vrai qu'on étudie le conflit politique à travers le prisme électoral, mais par contre, les comportements politiques et les comportements de mobilisation partisane sont très liés, on essaye de mettre l'accent dans notre analyse là-dessus, sur le fait qu'on a des partis politiques qui s'organisent d'une certaine façon, qui structurent leur discours et leur base programmatique d'une certaine façon. On insiste aussi sur le fait que les alternances démocratiques, et nous si on est attaché à la bipolarisation gauche-droite, c'est parce que c'est en général la conjonction d'un mouvement social, d'une très forte mobilisation populaire dans la rue, et d'une victoire électorale, Front populaire 1936, 81, l'importance de la mobilisation populaire en 1945 pour mettre en place la sécurité sociale, en 1968, elle est massive et on la met en scène pour expliquer cette transformation des comportements politiques. Après, notre matériel empirique, c'est vrai, nouveau dans ce livre, ce sont les élections qui, donc, je veux bien rappeler, avant 1993, c'est uniquement depuis 1993 que le ministère de l'Intérieur numérise les résultats électoraux au niveau communal. Avant 1993, les chercheurs qui s'étaient intéressés à ces questions s'étaient limités en général à l'échelon départemental. Et au niveau d'un département, on ne peut pas bien étudier qui vote pour qui. Donc, toute la nouveauté, on a été chercher aux archives nationales les résultats au niveau des 36 000 communes pour les principaux référendums depuis 1793 et pour l'ensemble des législatives des présidentielles depuis 1848. Ça faisait déjà un assez gros travail et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait pour les manifestations, pour c'était pas. En fait, c'est que on voulait publier avant 2050, donc on s'est dit voilà. En fait, dans votre discours et dans votre bouquin, on a un peu l'impression que, en gros, il suffirait à la gauche d'avoir un bon programme, et puis c'est bon, c'est fait. Si les gens, par exemple, la France rurale, en gros, il y a 10 pages en fait qui sont consacrées avec plein de propositions les sortir de leur merde. C'est bon, ils vont voter pour la gauche.
Or, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et je sais pas comment vous jugez, par exemple, le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, mais il était quand même pas mal. Pour autant, bah, ça mais il parlait pas aux classes populaires rurales. Il parlait pas du monde rural, il parlait pas de l'accès à la petite propriété privée pour ce monde rural-là, il parlait pas des problèmes justement de comment on fait pour penser à la fois la transition écologique et le fait d'avoir une petite voiture individuelle que vous n'avez pas accès au transport public. Il Donc, manquait. tu penses qu'il y aurait ça dedans, c'est bon. Mais c'est pas bon. Enfin, c'est pas. Tu vois, on sait pas comment on va aller faire basculer 600 000 électeurs du jour au lendemain. Mais tu vois, l'élection elle a été serrée pour le premier tour, et dans tous les cas, elle aurait été serrée pour le second tour. Donc, il faut bien aller les chercher quelque part, ces électeurs-là. Et nous, on pense que la meilleure manière d'aller les reconquérir, c'est en ayant un programme qui leur parle aussi. Donc, garder l'électorat actuel de Jean-Luc Mélenchon et du bloc de gauche dans son ensemble, qui est un électorat populaire plutôt urbain, il faut pas le renier, il est là, et heureusement qu'il est là, et aller gratter ailleurs pour aller chercher une partie de ces classes. Au-delà du programme, il y a un sentiment d'abandon, un sentiment de mépris, parfois, des classes populaires rurales, par rapport à ce qui est perçu comme une focalisation sur les problèmes des urbains, sur les questions de transport, un mépris pour la voiture individuelle, un mépris pour l'habitat pavillonnaire, ça va chercher très très loin. Donc après, des mesures fortes, symboliques sur le programme peuvent essayer de retourner ce discours, mais d'abord et avant tout, il y a un discours consistant à s'adresser à des personnes qui ont l'impression, et parfois avec de bonnes raisons, d'avoir été oubliées. Et c'est une histoire qui remonte très très loin, c'est-à-dire le désamour entre la gauche et le monde rural et les classes populaires rurales, c'est quelque chose dont on le suit depuis la Révolution française. On insiste sur le fait qu'à chaque fois, il y a quand même des grandes déceptions sur le fond, c'est-à-dire que si les paysans deviennent contre la Révolution française du XIXe siècle, c'est pas parce qu'ils seraient conservateurs de toute éternité. Dans les cahiers de doléances de la Révolution française, on voit que c'est souvent les cantons où les paysans étaient les plus révolutionnaires pour par exemple, prendre les terres des monastères, les terres de l'Église, pour pouvoir enfin avoir la terre à eux, travailler pour eux-mêmes, qui se tournent ensuite contre la Révolution. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de récupérer la terre pour eux-mêmes, les terres ont été captées par les riches urbains, qui finalement ont été les grands gagnants de cette histoire. Donc, ces représentations, ces sentiments d'abandon, ils viennent pas complètement de nulle part. Il n'y a pas un espèce de conservatisme naturel, immanent des ruraux par rapport aux urbains. Et ça, malheureusement, cette vision, elle continue d'exister à gauche. Mais nous, le message positif qu'on cherche à envoyer pour tout ça, c'est qu'il y a eu aussi une très longue période au cours du XXe siècle où la gauche a réussi à rapprocher les classes populaires rurales et urbaines. Typiquement, le scrutin qui élit Mitterrand en 81, Mitterrand fait pratiquement le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues et les métropoles. Mais c'est plus général que ça. C'est pendant l'essentiel du XXe siècle, cette séparation s'est beaucoup rapprochée. C'est pas juste un bon programme, c'est aussi un discours arrivé à montrer que on s'intéresse aux problèmes du monde rural autant qu'à ceux du monde urbain, qui sont pas les mêmes. Et c'est là que la classe géosociale, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut, pour nous, la classe sociale, c'est fondamental, mais il faut aussi l'accepter dans sa dimension territoriale, d'insertion dans le tissu productif et territorial. Et c'est parfois ça qui peut manquer à la gauche. Et si je peux te retourner la question d'une certaine manière, si c'est pas par le programme mais par le discours, tu fais comment pour aller gagner une élection, tu vois? Le discours, t'es d'accord que ça peut être important? Non, mais le discours, ça peut être important, mais par exemple, je trouve que il y a certaines expériences politiques où, par exemple, moi je pense que si la gauche allait ouvrir des hôpitaux, allait ouvrir des écoles, allait tenir des syndics de copro, etc., si on montrait en fait la capacité par l'expérience en fait, et par le faire que la gauche... et quand elle gouverne localement, il faut aussi qu'elle le fasse bien, ça on est d'accord. Il y a la gouvernance locale, mais il y a aussi, en fait, marcher ensemble. C'est pour ça que je pense que c'est aussi important, les mobilisations citoyennes. C'est que un grand discours à la télé ou maintenant sur YouTube ou je sais pas quoi, c'est une chose. Faire les choses avec les gens et que en fait on soit tous ensemble, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un sentiment. Moi le discours top bottom non on est d'accord, mais ensuite pour aller ouvrir un hôpital aujourd'hui, c'est quand même mieux d'être au gouvernement que tu vas pas aller l'ouvrir en étant dans l'opposition. C'est Syriza au tout début de leur existence, c'est ce qu'ils faisaient. Mais c'est ce que fait François Ruffin quand il va en campagne dans sa circonscription de la Somme. Donc le programme, il peut pas être catapulté comme ça d'en haut. C'est un discours qu'il faut aller porter sur place d'abord, sur le terrain, c'est évident. J'ai une dernière question. Depuis la sortie de votre bouquin, en gros, c'est un peu la course à l'échalote à gauche pour dire, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Tout le monde dit ça. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est que les gens qui pas la même disent, chose. ça va être ma stratégie, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes stratégies.
Comment est-ce que ça, vous le vivez, en fait? Bah, pour donner comme le sous-texte à ceux qui nous regardent et qui voient pas forcément la référence, en gros, c'est repris à gauche avec une opposition, mais pour moi, ça pourrait être complémentaire. Est-ce que notre livre dit que pour que la gauche gagne les élections, il faut qu'elle aille reconquérir les abstentionnistes, donc ce qu'une partie de la LFI va appeler la stratégie du 4e bloc, ou est-ce que pour que la gauche gagne, il faut qu'elle aille reconquérir les classes populaires rurales? On documente vraiment ce qui s'est passé sur l'abstention. L'abstention, elle a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, et les abstentionnistes, c'est plutôt des électeurs dont les caractéristiques socio-économiques ressemblent assez fortement à celles de l'électorat LFI ou plus largement du bloc de gauche aujourd'hui. Fondamentalement, quand même, nous, si tu lis bien ce qu'on écrit, on a quand même davantage une préférence, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller reconquérir les abstentionnistes, parce que de toute façon, on ne peut pas se satisfaire du fait que la moitié des Français ne vont pas voter aujourd'hui. Le système démocratique, il marche mal. Mais on pense quand même qu'il y a une grande marge de manœuvre et qu'il faut aller essayer de reconquérir le vote des classes populaires rurales qui aujourd'hui votent pour le RN. Pas simplement par stratégie électorale, mais j'ai presque envie de dire par morale d'une certaine manière. Et surtout parce que sinon, tu joues un tout petit jeu risqué. Si tu vois, ta seule stratégie électorale, c'est de dire, bon, bah, il y a ceux des banlieues et des métropoles qui votent, ils votent pour nous, ceux qui votent pas, faut aller les convaincre, ils vont aussi voter pour nous, ça veut dire que tu laisses tranquillement de l'autre côté Marine Le Pen continuer à gagner des voix, à engranger des votes. Et nous, on pense qu'à ce jeu-là, tu prends quand même un peu le truc de pile ou face. Bon, on espère qu'on va passer au second tour, mais alors si jamais on passe pas à CL, tant pis. Et je pense qu'il faut aussi aller, cet électorat-là, ce qu'on montre dans le livre, c'est que fondamentalement, ils votent pour de bonnes raisons pour le Rassemblement national, c'est-à-dire que selon... Non mais ce que je veux dire, il y a des raisons. On respecte son vote, et on comprend les raisons pour lesquelles il le fait. On pense qu'il se fait leurrer par Marine Le Pen, notamment parce qu'elle a des propositions socio-économiques qu'elle va pas financer, et que dans les pays où la droite radicale est arrivée au pouvoir, ça a toujours été une catastrophe. Mais par contre, on comprend ces fondamentaux économiques quand ils se tournent vers Marine Le Pen, et on pense que la gauche peut mieux lui répondre. Il faut faire ce travail d'élargir le programme de la gauche et d'avoir des propositions de gauche qui se tournent clairement vers ces classes populaires rurales. En gros, nous, on pense que le point essentiel d'une stratégie possiblement gagnante à gauche, c'est d'éliminer Marine Le Pen au premier tour, ce qui n'était pas loin d'être le cas la dernière fois. Un deuxième tour face à Marine Le Pen peut être très compliqué, parce qu'un deuxième tour face à Marine Le Pen, malheureusement, les classes bourgeoises, au point où on en est, risquent de voter Marine Le Pen, en une bonne partie. En tout cas, ça veut pas dire que c'est perdu d'avance, mais ça peut être compliqué. L'élimination de Marine Le Pen au premier tour, ce qui veut dire fracturer en partie son bloc populaire rural, au moins de quelques points. Il s'agit pas de dire que on peut du jour au lendemain, avec un super programme, faire bouger comme ça tout cet électorat populaire rural qui s'est attaché au RN, qui a accumulé des déceptions profondes face à la gauche au pouvoir depuis des dizaines d'années et qui va pas bouger comme ça. Mais c'est possible de faire bouger quelques points. Et quelques points, oui, peut permettre d'éliminer Marine Le Pen au premier tour et de reconstituer un conflit gauche-droite, bloc populaire contre bloc bourgeois au second tour, qui là, oui, peut permettre de l'emporter. Écoutez, je souhaite que vous ayez raison. et on s'attachera, je pense, nous trois et j'en ai beaucoup d'autres à essayer que ça advienne tout ce dont vous avez parlé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci.